Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans les Afters de la Transformation, nous sommes en compagnie de Thierry Chétrit, directeur général de Clearfield International. Bonjour Thierry. Bonjour. Nous allons faire avec vous un état des lieux de la situation des M&A, fusions et acquisitions en Europe et dans le monde, en France aussi évidemment. Démarrons par la genèse un peu de quand et comment vous avez créé Clearfield International. C'est quand même drôle d'avoir grandi dans une cité et de se retrouver après créateur d'une banque d'affaires. Ouais, dit comme ça, c'est très drôle. Mais entre les deux, il s'est passé plein de choses. J'ai fait quelques études, d'une part, et d'autre part, j'ai eu quelques expériences ensuite en tant que bon financier dans les entreprises où on apprend la finance. Puis, j'ai été amené à créer Clearfield après déjà une douzaine d'années d'expérience de dirigeants financiers dans de grands groupes, notamment américains, Omnicom, où j'étais directeur général en France. Je faisais des acquisitions pour ce groupe. Et puis en 98, j'ai eu la révélation Internet de cette époque. J'ai vu qu'il fallait forcément y faire quelque chose, que ça allait être une vague gigantesque. J'étais pris de passion par ce phénomène à l'époque. J'ai créé une première entreprise qui était destinée à accompagner, financer les startups du web, les premières de 98 à 2001, avant que la première n'explose. Puis après, j'ai continué cette activité dans le format qui est beaucoup plus celui d'aujourd'hui. Plus dans les startups, mais dans toutes les activités, tous les secteurs économiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Clearfield International exactement ? Alors, Clearfield, qui est la continuité de la société que j'avais créée avant, est une banque d'affaires, mais avec les caractéristiques dès sa naissance, dès qu'on l'a créée en 2004. Je dis « on » parce que c'est une œuvre collective. J'ai créé avec 4 autres associés, principalement européens et américains. Donc c'est une banque d'affaires qui conseille des opérations financières, qui les met au point. Donc des opérations de cession, d'acquisition, de fusion, de financement, tout ce qui touche au capital et à la stratégie des entreprises et des groupes. Et nous l'avons créé avec ses associés européens et internationaux pour être capable de faire ces opérations non seulement à échelle française, mais ça un certain nombre d'entreprises le faisaient, mais surtout à échelle mondiale. Et à échelle mondiale, les très grandes banques d'affaires savaient faire de très grands deals. La plus connue, c'est Goldman Sachs, mais à plus petite échelle, et ce qu'on appelle le mid-market, les interventions étaient très locales. Les banques françaises faisaient beaucoup d'opérations locales françaises et on trouvait que ça manquait et que ça allait manquer de manière de plus en plus. Et depuis, l'avenir nous a donné raison. Voilà, donc c'était ça et c'est un ensemble international qui s'est créé dès le début, qu'ensuite on a étendu, mais l'idée de départ était celle-là. Vous êtes combien chez Clearfield aujourd'hui ? Donc on est de 350 dans le monde, dans 25 pays. Ça reste une petite entreprise, parce que 350 personnes, ça reste très, en termes d'effectifs, c'est très petit. Mais dans notre univers, à nous, dans ce métier, c'est assez significatif. Vous étiez les pionniers quelque part ? On était un peu pionniers sur ce mode-là d'organisation. Ça nous met dans le top 10 des classements dans notre métier, comme dans beaucoup. On est dans les 10 premières banques d'affaires dans le segment du mid-market en France, en Europe, et puis on doit être à peu près pareil dans le monde, ou peut-être un peu moins. On est très européen, très fort en Europe. Quelle est l'ambition de Clearfield International aujourd'hui ? L'ambition de Clearfield, c'est d'être la meilleure banque d'affaires, bien sûr. Ce qui est assez logique. La plus grande. Mais la meilleure et la plus grande, c'est bien sûr pour en faire toujours plus et toujours mieux, mais aussi pour incarner quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'on fait ce métier pas seulement, qui est souvent vu, et à raison, comme un métier de deal maker, faisant des deals et pour encaisser des gros honoraires en conséquence. Moi, je trouve que la vocation de ce métier, elle est... avant ça, elle est un petit peu ailleurs. Elle est d'être un rouage très important de l'économie des entreprises, de permettre leur liquidité, leur transmission, leur développement, le développement humain qui va avec,
Maintenant, les phénomènes aussi, les entreprises, on s'aperçoit que ce sont les premiers vecteurs d'impact social, environnemental, c'est par là que ça passe. Et donc, nous, on veut être un acteur de ça et pas seulement faire des deals le plus et le plus gros possible. On va parler un peu du marché maintenant. Est-ce que le marché est extrêmement dynamique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a certaines tendances qui émergent dans les fusions et les acquisitions? Il y a des tendances très, très significatives qui ont été sans doute renforcées par la période qu'on vient de vivre. J'en citerai deux vraiment principales qui sont le digital, bien sûr, parce que le monde se digitalise, on le voit. La crise a montré l'importance du digital, le travail à distance, les modes de fonctionnement qui ont encore évolué un petit peu plus, même si c'était latent déjà. Donc toutes les entreprises liées au digital, vraiment on considère qu'elles ont un avenir très, très essentiel dans le développement économique et même des organisations humaines. Donc les entreprises digitales sont très, très appréciées, très valorisées, beaucoup d'opérations autour d'elles, encore plus qu'avant. Et puis le deuxième phénomène, c'est celui de l'impact, qu'on appelle aussi la responsabilité, peut être sociale, environnementale. Là aussi, c'était latent. Là aussi, il y avait des initiatives que nous, on a suivies depuis longtemps. Mais on peut dire aussi qu'il y a eu un catalyseur l'année dernière parce que les gens en général aussi ont pris conscience de l'importance de choses qui n'étaient pas forcément économiques, pas forcément qui étaient leur mode de vie, peut-être leur famille, peut-être aussi la difficulté des uns et des autres, et qu'il y a une dimension humaine qui apparaît comme très importante. Est-ce qu'on pourrait dire que le panorama actuel des M&A a changé avec la crise? Alors le panorama actuel a changé. Alors d'abord, il est explosif en ce moment. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors il est explosif parce qu'il y a un excès de liquidité, donc de cash à investir de la part des acteurs, notamment financiers, qui est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de cash déversé dans l'économie, dans toutes les économies dans le monde, pour ne pas que le système s'effondre compte tenu de la crise. Et ça, c'était complètement nouveau. Et la crise précédente, c'était tout l'inverse. Après la faillite de Lehman Brothers, il y a eu justement un manque de liquidité. Les banques étaient certaines étaient en faillite complètement, d'autres étaient proches de l'être. Et là, c'est tout l'inverse. Donc, on a déversé beaucoup d'argent dans l'économie. Donc, il faut qu'ils s'investissent. Donc, ça donne beaucoup d'acquéreurs, beaucoup d'investisseurs. Et par ailleurs, aussi, des propriétaires d'entreprises se disent que c'est peut-être le moment, s'ils envisageaient de le faire, de transmettre leur entreprise, qu'ils vont en tirer une bonne valorisation. Donc, c'est le bon moment. Quant à tout ce qui est restructuration d'entreprises ou de groupes, les fusions, des décisions qui étaient aussi peut-être latentes, je trouve que la période a accéléré les décisions liées à ça. Merci, parce que vous m'emmenez vers ma prochaine question. Le marché est-il plus propice à la vente qu'à l'achat aujourd'hui, ou inversement, comment ça se passe? On pense que le marché est propice à l'achat et à la vente. Donc les deux. C'est pour ça que vous me parlez d'un marché explosif. Oui, puisque pour faire des opérations, il faut qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs, et accessoirement des financeurs. Mais acheteurs et vendeurs, c'est très important. Acheteurs parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'argent à investir. Les entreprises ou les investisseurs sont très enclins à acheter. Les vendeurs se disent que c'est peut-être le bon moment de vendre. Ça fait beaucoup d'opérations. C'est pas mal pour vous. C'est honnêtement très bien pour nous. Certaines sociétés se posent la question de fusionner avec d'autres entreprises européennes. Est-ce possible de créer des grands groupes, si on peut dire des champions européens? Alors c'est évidemment possible. C'est même un must parce que l'Europe se regarde aujourd'hui en comparaison avec les États-Unis et la Chine qui globalement dominent le monde. Avant c'était les États-Unis, maintenant c'est les États-Unis et la Chine. Que l'Europe au milieu est un tout petit continent, même s'il a énormément de valeurs, énormément d'entreprises, de qualité humaine, de management extraordinaire, mais en termes de taille, il est souvent plus petit. D'où l'importance de faire des champions européens pour rivaliser. Il y a des groupes comme Believe ou OVH qui se sont implantés en bourse. Des directeurs d'entreprise nous écoutent ici. D'après vous, quand est-ce qu'une société doit s'implanter en bourse? Une société peut s'introduire en bourse du moment qu'elle a un projet de développement
à défendre et qu'elle veut mettre en œuvre, que ça lui donne une vraie motivation pour aller en bourse, c'est-à-dire aller lever de l'argent auprès d'investisseurs à travers les marchés financiers, mais elle peut le faire aussi directement auprès de fonds d'investissement. Mais la bourse, en plus de cet aspect très financier, donne également une visibilité très grande parce que les marchés financiers sont suivis, sont analysés, font l'objet de presse, font appel à l'épargne publique, c'est-à-dire vous, moi, pour acheter des actions, c'est la Française des Jeux par exemple, mais Believe et OVH pour ceux qui aiment la musique ou les technologies aussi, ça les rend célèbres à travers la bourse également. Est-ce que vous avez des exemples comme ça de champions européens de grosses sociétés, je reviens un petit peu en arrière, à l'échelle européenne, qui peuvent concurrencer la Chine ou les États-Unis? Alors les grandes fusions en cours, mais là où on avait déjà des champions français et peut-être européens, c'est les méga champions, méga fusions, c'est Suez Veolia, c'est Alstom Bombardier, mais c'est toujours dans une logique d'être non plus champion en France ou voire même en Europe, mais d'être champion ou un des champions mondiaux. Nous sommes en plein rebond post-Covid aujourd'hui. Pensez-vous que la situation financière à venir est instable? On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. La situation financière est très bonne, finalement. Aujourd'hui. On le voit, ça se matérialise par globalement, les marchés se portent bien, tous les actifs valent plus. Finalement, sur un plan social, on ne voit pas beaucoup de casse parce qu'il y a moins d'entreprises en difficulté parce qu'elles ont été toutes aidées qu'on pourrait le penser. Donc ça, c'est le verre à moitié plein. Et à moitié vide, on se dit qu'est-ce qui va se passer après? Donc est-ce qu'on va devoir rembourser, faire des économies? Est-ce qu'on va lâcher les entreprises? Et là, il va y avoir une vague de rattrapage de difficultés. Mais je ne sais pas le dire de quel côté ça va aller plus que quelqu'un d'autre. Mais justement, si l'État, par exemple, lâche les entreprises, est-ce que c'est bon pour une banque d'affaires? Notre métier ne se fait pas sur la difficulté des entreprises. Elle se fait sur les entreprises en développement, en croissance, qui ont une valeur importante. La difficulté, c'est on la gère parce que là aussi, ça fait partie de notre vocation, même si, encore une fois, c'est pas là où on va gagner le mieux notre vie, mais à certains moments, on rencontre des entreprises qui sont en grande difficulté, et c'est notre devoir aussi de les aider. Elles ont besoin de nous aussi à ce moment-là. Et ça nous est arrivé dans le passé, sur des exemples très, très concrets, on a dû le faire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Clearfield International dans l'avenir? Vous pouvez nous souhaiter beaucoup de succès, évidemment, parce qu'on est une entreprise et que le but d'une entreprise, c'est la réussite. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une métamorphose, une mutation dans les banques d'affaires ces prochaines années? Je pense qu'il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir une. Alors, peut-être qu'elles vont pas dans le même sens ou peut-être se complètent-elles. La première, c'est d'être un tout petit peu plus humaine, notamment vis-à-vis de ses propres équipes. Ça a été souvent décrié, le mode de fonctionnement, le rythme de travail dans nos métiers, qui est parfois vraiment incroyable. Ça a vraiment posé des difficultés. La deuxième chose, c'est alors tout l'inverse. Ça peut être la robotisation d'une partie des tâches que l'on fait, les aspects recherche, gestion de la data en provenance de bases de données. Ça, il y a des choses qu'on peut imaginer qui soient automatisées un jour. Heureusement, ça n'est qu'une petite partie de notre métier parce que la partie la plus importante, elle est humaine et intelligente. Donc, on n'est pas inquiet encore à l'idée d'être remplacé par des robots. C'est une bonne nouvelle. Oui, je suis d'accord. Alors, une dernière question. Pour la route, auriez-vous des tips pour les jeunes voulant intégrer des banques d'affaires comme la vôtre? Oui, surtout en m'inspirant de ce que font certains jeunes déjà et dont on se dit qu'ils font bien. Alors, évidemment, ils font de très bonnes écoles, les meilleures possibles. Deuxièmement, ils sont les plus internationaux possibles, puisque nous... Il faut parler combien de langues? Il faut principalement parler l'anglais. On écrit en anglais d'abord et éventuellement en français quand c'est nécessaire pour nos clients français. Troisièmement,
d'être captivé, motivé par ce métier le plus jeune possible. Donc nous, on voit des gens qui arrivent pour être embauchés, qui ont déjà fait 3 stages de 6 mois dans la banque d'affaires, chez nous ou ailleurs. C'est ça les parcours des jeunes pour rentrer dans ce métier. Merci Thierry Chétrit pour cet échange. Je rappelle que vous êtes le CEO et le cofondateur de Clearfield International. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez également retrouver toutes nos interviews sur les plateformes de téléchargement. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.